Et bonjour. Il y avait longtemps que vous aviez vu Thierry, n'est-ce pas? Non, 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 nous ne l'avons pas mangé. De toute façon, il est indigeste. Mais pendant son absence, on l'a quand même attaché un petit peu. On lui a fait cracher le morceau, tiens. 3 vidéos juste pour vous qu'il a pondu. Il annonçait tout le temps ses vidéos et ça venait pas. Alors on a pris les choses en main. On lui a fait sortir tout ce qu'il savait sur les cellules, les aiguilles et les phonons. Il a donné tout son jus. Et c'est même un peu dense par moment. Surtout la première. Enfin, vous le connaissez, hein? Toujours plus que le client en demande. Mais enfin, c'est quand même le premier anniversaire de la chaîne. Il fallait marquer le coup. Et pour le nouvel an en plus. Alors voilà, amusez-vous. Ah oui, une dernière chose. Thierry remercie Audio Technica pour une partie du matériel utilisé dans cette série. Bonne année! Ceci est une Audio Technica VM95E. E pour pointe elliptique. C'est une cellule à aimant mobile, une MM. Ça se vend environ 89 $ et c'est celle que j'installe le plus souvent à l'atelier. Derrière moi, sur le Phono 5, vous avez une Zix Ultimate 4D. C'est une cellule à bobine mobile, une MC, avec une pointe Micro Ridge. Ça se vend environ 50 fois le prix de la 95E, mais fondamentalement, c'est le même instrument. Les deux sont des dispositifs électromécaniques, des petites génératrices qui transforment un mouvement mécanique en courant électrique. Aujourd'hui, on va parler cellules. Le mouvement mécanique dont il est question ici, c'est le signal audio gravé sur le disque et dont le sillon en rotation est lu par la pointe de la cellule. Cette pointe, montée sur un porte-pointe, le cantilever, agite un aimant devant une bobine, ce qui l'excite et génère un courant électrique selon le principe d'induction électromagnétique découvert par l'anglais Michael Faraday vers 1821. Quand ce sont les aimants qui sont en mouvement, on parle d'aimant mobile, de MM pour Moving Magnet. À l'inverse, quand ce sont les bobines qui sont en mouvement devant un aimant, on parle de bobine mobile, MC pour Moving Coil. Mentionnons aussi les MI, les Moving Iron, qui ont des caractéristiques très proches des MM, à la différence que ce sont des ferrites, Iron, qui s'agitent dans le champ magnétique d'un aimant placé au-dessus, alors que les bobines sont tout juste derrière. Grado et Nagaoka, entre autres, utilisent ce principe, qui, comme je l'ai dit, est tellement proche des MM qu'en fait, on ne se donne plus vraiment la peine de faire la distinction et qu'on les regroupe sous la même appellation MM. Les MM, les MI et les MC forment donc la grande famille des cellules magnétiques. Il y en a d'autres, comme les cellules dites céramiques, qu'on utilise surtout sur les tourne-disques les plus bas de gamme, comme on l'a vu dans la vidéo sur les Crossley. On a aussi des cellules dites optiques chez DS Audio, qui reprennent le même principe mais miniaturisé que le son inscrit sur pellicule au cinéma. Ou encore le strain gauge, littéralement jauge de déformation, de Soundsmith, c'est-à-dire un principe, à l'instar des piezo des cellules céramiques, basé sur la déformation d'un matériau, ici un extensomètre, pour générer un courant par variation de résistance. Ces deux derniers types de cellules exigent des préamplificateurs dédiés spécifiques, c'est cher, assez marginal, et donc je ne m'attarderai pas davantage là-dessus aujourd'hui. Quant à lui, le phénomène électromagnétique qui est au cœur du fonctionnement des cellules est le même qui est à la base des moteurs électriques et des dynamos, et il fonctionne également dans les deux sens. Le mouvement crée le courant et le courant crée le mouvement. Ainsi, la cellule qui livre au disque est sensiblement le même dispositif que celui qui l'a gravé. Tout comme ce microphone pourrait émettre du son si je lui en envoyais le signal, ou encore comme cette oreillette d'écouteur peut me servir à enregistrer le son de ma voix. Si on peut dire aujourd'hui que ces minuscules génératrices sont d'une sensibilité et d'une délicatesse extrême, il n'en a pas toujours été ainsi. En effet, les tout premiers pick-up électriques étaient aussi lourds et aussi gros que les têtes à diaphragme qu'elles remplaçaient, avec les mêmes aiguilles grossières qu'il fallait changer régulièrement. Ces dispositifs se sont par la suite raffinés jusqu'à atteindre avec l'arrivée du micro-sillon en 1948 puis de la stéréophonie 10 ans plus tard les niveaux de légèreté et de performance qu'on leur connaît aujourd'hui, engendrant dans la foulée des nouveaux paramètres beaucoup plus précis que nous allons voir plus loin. Si vous vous procurez une cellule aujourd'hui, qu'elle soit prémontée sur un tourne-disque ou achetée à part, ce sera presque assurément une moving magnet, voire plus rarement une moving coil. Mais pourquoi deux choix dans la même famille au fait? Pourquoi faire bouger les bobines plutôt que les aimants? Pourquoi faire? Eh bien, tout simplement parce qu'on peut, et que les dispositifs à bobine mobile plus légers offrent des avantages sur ceux à aimant mobile.
En effet, remplacer les aimants par des bobines allège considérablement la masse de la partie mobile et permet une plus grande délicatesse dans la lecture du signal. On parle évidemment de valeurs minuscules, mais qui comptent, puisque, comme j'aime à le répéter, tout se passe ici à une échelle microscopique. Et comme elles sont beaucoup plus délicates à construire, les MC se vendent toujours plus cher que les MM. Elles offrent cependant l'avantage d'une réponse plus rapide, d'une meilleure définition, d'un rendu plus précis des ambiances acoustiques, mais en contrepartie, elles ont un niveau de sortie beaucoup plus faible, ce qui demande une étape de préamplification supplémentaire et leurs aiguilles ne sont pas interchangeables étant donné que les bobines sont montées sur la partie mobile et directement reliées aux bornes. Mentionnons aussi que la précision demandée pour le montage de ces cellules complique la conception des parties mobiles et qu'elles sont souvent bobinées et montées à la main. Certains fabricants ont conçu par le passé des MC avec des aiguilles remplaçables par l'utilisateur, notamment Audio-Technica, Pioneer, Sony et Satin, avec des parties mobiles complètement amovibles, mais elles ne sont plus fabriquées aujourd'hui essentiellement à cause de la précision de l'alignement bobine-aimant qui était difficile à garantir. Des programmes de retip ou d'échange sont disponibles en lieu et place. Un retip, c'est quand un artisan spécialisé ou le fabricant remplace la pointe ou le cantilever ou parfois même les bobines aussi. C'est une opération qui permet de donner une seconde vie au MC à un coût parfois beaucoup moindre que celui d'une cellule complète. Parce qu'elles sont plus faciles et économiques à fabriquer, les cellules à aimant mobile sont les plus répandues et dominent aujourd'hui le marché. La MM, c'est donc la cellule magnétique de base. Et vous pouvez très bien faire votre vie entière de vinylophile sans jamais avoir besoin d'autre chose. C'est vrai? J'ai tout le nécessaire avec moi. Ce sont les cellules les plus polyvalentes et les plus simples d'emploi. Et donc, vous pouvez remplacer vous-même la pointe sans faire d'autres ajustements. Leur niveau de sortie se situe habituellement aux environs de 3 à 5 mV, ce qui leur permet de fonctionner adéquatement sur à peu près toutes les entrées phono. Elles ne demandent en outre qu'une charge d'impédance standard fixée à 47 kΩ. Une charge d'impédance. Mettons une résistance pour simplifier grossièrement. Quand je parlais de paramètres beaucoup plus précis, ça, c'en est un. Ouais, c'est pas faux. Une cellule, c'est un système électromécanique dont la partie électrique a ses caractéristiques propres, comme l'impédance, et qui interagit avec le comportement de la partie mobile. Selon la fréquence, la réactivité du système varie. Rentrons un peu dans le gras. On l'a vu, notre petite génératrice produit son énergie grâce au mouvement généré par la pointe de lecture dans les méandres du sillon. Ces déplacements sont d'une brutalité qu'on a peine à imaginer avec des accélérations qui peuvent atteindre 1000 G. Un G, c'est une fois la gravité terrestre. Pour vous donner une idée, 5 à 6 G, c'est ce que subit un pilote dans une fusée au décollage. 1000 G appliqué à un corps humain, ça en fait du jus presque instantanément. Donc, pour que le tracé soit fidèle et fluide, sans erreur de lecture, la partie mobile doit pouvoir bouger avec une très grande souplesse tout en étant parfaitement contrôlée. Ces qualités lui sont données par la suspension et aussi par le champ magnétique et la charge d'impédance appliquée aux bobines. Faisons une comparaison avec une suspension d'automobile, qui est composée d'un ressort et d'un amortisseur. Le ressort absorbe les chocs et offre une certaine résistance. C'est ce qu'on appelle la compliance dans le cas des cellules. Cette compliance varie selon les modèles et elle sera choisie en fonction du bord de lecture sur lequel on montera la cellule. C'est-à-dire que ce couple bras-cellule forme un système masse-ressort et comme tous les systèmes semblables, il entre en oscillation à certaines fréquences. Ce couple doit donc danser ensemble sans que les mouvements de l'un ne déstabilisent l'autre. Si c'est le cas, le bras va se mettre à balloter violemment et la pointe pourrait même être éjectée hors du sillon. Cette fréquence devrait se situer entre 6 et 15 Hz, c'est-à-dire au-dessus de la fréquence des défauts courants comme le gondolement d'un disque ou l'ondulation d'un plateau, et en dessous de la fréquence la plus basse qu'on peut retrouver sur un disque. Ce que vous entendez est un ton témoin. Les fréquences test, elles, sont inaudibles. Et ce tremblement témoigne de la fréquence de résonance. Sauf que même un bon équilibre masse-ressort ne suffit pas à garantir la stabilité du système. Comme sur une voiture, il lui faut un amortisseur, sans quoi la roue se mettrait à rebondir sans cesse sur la route. Le champ magnétique et la charge d'impédance agissent un peu comme un amortisseur grâce à leur influence sur la résistance physique de la suspension. Et la résistance, comme l'impédance, en électronique, se mesure en ohms. On l'appelle communément load, le terme anglais pour charge, et elle est presque toujours fixée à 47 kΩ pour les MM, alors qu'elle est beaucoup plus basse en chiffres et peut varier considérablement pour les MC. Cette grande différence vient du fait qu'il s'agit d'un gros bobinage fixe pour les MM qui ne demandent qu'une faible charge, et de tout petits bobinages mobiles pour les MC qui demandent une charge bien plus élevée. Plus la charge est faible, plus le nombre est élevé, et inversement. OK. Ah, bon, là, j'espère que je vous ai pas trop perdu, on va pousser plus loin.
Attendez, c'est quand même pas facile à comprendre, faut se mettre à leur place. Comme on l'a dit, la compliance de la cellule, ou l'élasticité de sa suspension si vous préférez, doit être choisie en fonction du bras sur lequel elle sera montée. Le principe est simple, plus le bras est massif, plus la compliance doit être basse, c'est-à-dire ferme, et plus le bras est léger, plus la compliance doit être élevée, c'est-à-dire plus souple. On rencontre déjà ici deux petites difficultés. L'industrie n'exprime pas toujours la compliance de la même manière et aux mêmes fréquences, et la masse des bras n'est pas toujours indiquée et pas forcément facile à déterminer non plus. Pour établir la compliance, il faut calculer la force nécessaire au déplacement de la pointe, et cette force s'exprime en micromètres par millinewton, en millionième de centimètre par DIN, en CU, Compliance Unit. Par exemple, une compliance de 12 micromètres par millinewton équivaut à 12 fois 10 à la moins 6 par DIN, qui équivaut à 12 CU. Donc maintenant, je vais dire simplement CU par esprit pratique. Retenons qu'une compliance élevée, mettons 40 CU, est plutôt souple, alors qu'une compliance faible de 10 CU est plutôt ferme. Par contre, car ça serait trop facile, ces mesures ne sont pas toutes effectuées aux mêmes fréquences, si même elles sont spécifiées, et peuvent varier selon les pays. Les Asiatiques mesurent habituellement à 100 Hz, les Européens à 10, en mode dynamique, c'est-à-dire sur un disque en rotation. Mais elles peuvent également être données en mode statique, et ça j'avoue que la raison m'échappe un peu étant donné que la compliance varie selon la fréquence. Plus elle est élevée, plus la souplesse du système diminue. Donc, si une compliance est établie à 10 CU à 100 Hz, la règle, plutôt approximative parce qu'elle dépend de beaucoup de facteurs très variables, dit qu'en multipliant par 1.7, on arrive à une mesure à 10 Hz. On reste donc dans une valeur moyenne basse. Pour une compliance donnée en mode statique, on divise par 2 pour avoir une donnée à 10 Hz. Par exemple, une compliance statique de 40 CU donne 20 CU à 10 Hz. Et en minute, tu viens de montrer 10 CU en dynamique pour 40 CU en statique, me prends pas pour une poire! Ben bravo, t'as bien vu, mais j'en ai aussi une à 25 pour 15, alors quand je dis que c'est approximatif, des fois, ben tu vois bien. C'est bon, je peux continuer? Comme vous voyez, pour une même cellule, la conversion donne dans un sens 17 CU et dans l'autre 20 CU. C'est vous dire la part aléatoire dans les méthodes de calcul. Si ça vous paraît très approximatif, n'oubliez pas que malgré que tout ceci se passe à une échelle microscopique, ça a pour origine des techniques qui se rapprochent plus du burinage que des nanotechnologies. Les résultats sont cependant assez proches pour être acceptables. Ben, je comprends. Continuons avec notre exemple de compliance moyenne à 17 CU. Il faudrait donc qu'elle soit montée sur un bras de masse moyenne haute, disons de 11 à 25 grammes. OK, mais comment on fait ça? Ben, en gros, il s'agit de calculer la fréquence de résonance du couple bras-cellule avec la formule suivante. Non, on va pas aller là. Je suis nul en maths et je ne sais pas lire une formule, alors on va s'en passer, comme la plupart du monde. De toute façon, rien que pour calculer la masse du système, c'est déjà compliqué. Il faut avoir la masse effective du bras, la masse de la cellule et de sa quincaillerie, celle de la coquille, le head shell, et rien que là, il y a déjà un piège parce que quand on parle de la masse du bras, on ne parle pas encore en fait de sa répartition. En effet, selon sa forme et sa construction, à masse égale, selon qu'elle est plus vers la tête ou plus vers le pivot, le comportement du bras ne sera pas pareil. Et ceci sans compter que tout le monde ne s'entend même pas sur la façon de calculer la masse effective, ou encore de ce que les constructeurs affichent parfois des mesures fantaisistes. Tout ça pour obtenir ce qu'on appelle le moment d'inertie, c'est-à-dire la fréquence à laquelle le bras est susceptible d'entrer en résonance, alors qu'en fait, c'est notre tête qui commence à rentrer en résonance. On aura au final plus vite fait de procéder dans l'autre sens, c'est-à-dire établir la masse du bras en faisant des calculs à partir d'un test de lecture. Ah ouais! Un montage avec une compliance de 17 CU et une cellule de 6 grammes qui oscille à 10 Hz, par exemple, signifie que le bras devrait avoir une masse de 10 grammes si on se réfère au calculateur de Vinyl Engine que je vous mets en description. Vous me direz que ça n'a absolument aucun sens étant donné que le but est de trouver la bonne cellule avant de la monter sur le bras, et vous aurez raison. Alors, pour ramener tout ça à quelque chose qui a un peu de sens, on va schématiser et donner quelques exemples dont l'aspect visuel ne ment pas, avec, dans l'ordre, un bras de très faible masse comme le Grace G727, un bras de masse moyenne comme le SME 3010R, et un bras très lourd comme le Gray 108. Et puisqu'on y est, continuons dans la foulée avec quelques autres exemples pour vous aider à vous situer. Le bras d'une Technics SL1200 Mark II fait 12 grammes, ce qui est moyen bas. Un SME 3009 type 2, dépendant de la génération, va faire entre 6,5 et 9,5 grammes, donc une faible masse. Le bras d'une Project début carbone fait 6 grammes. Un Rega RB 330 en fait 11. Un Empire 980 fait apparemment 16,6 grammes. Et un Dynavector 507 fait quant à lui 25 grammes. Bref, il est beaucoup plus facile d'obtenir un résultat avec un disque test que de faire des calculs où vous aurez toutes les chances de tomber à côté. Mais vous êtes un malade!
Ce qui ne serait d'ailleurs peut-être même pas si grave puisqu'il arrive que des mauvais résultats théoriques fonctionnent en fait très bien dans la pratique. Mais c'est n'importe quoi! Je dirais plutôt que la combinaison gagnante dépend de tellement de facteurs, pas toujours bien compris ou maîtrisés, J'ai pas compris. que le bon sens et les tests réels ont toutes les chances de donner des meilleurs résultats. Dit autrement, la méthode empirique est encore ce qui marche le mieux pour ces choses-là. On peut aussi dire que de nos jours, les bras sont généralement de masse moyenne et les cellules également de compliance moyenne, ce qui réduit considérablement les risques de mauvais matchs. Bon, ok, je peux pas faire l'impasse sur la méthode reconnue, alors la voici. Oh oui, Thierry, la méthode! La première chose qu'il faut faire, c'est déterminer la masse effective du bras. Et ça, nonobstant la question de la répartition de la masse, c'est déjà quelque chose qui peut être un petit peu vague. Alors la pesée se fait sans contrepoids, mais avec la coquille, le head shell. Évidemment, pour les bras monocoques, la question ne se pose pas, mais c'est inclus. Ensuite, il faudra rajouter le poids de la cellule sans le protecteur d'aiguille, avec la quincaillerie qui sert à son montage. Alors, j'ai utilisé un dummy parce que c'était plus simple pour l'exemple, et vous voyez, selon l'endroit où le point de contact se fait sur le bras pour la peser, le résultat n'est pas le même. Alors déjà ici, on a une variante. Bon, pas énorme, mais vous voyez bien que c'est un petit peu aléatoire. Donc, une fois que vous avez la masse effective du bras, vous rentrez ça dans le calculateur. Ici, on va faire une moyenne à 15 grammes, et selon le poids en grammes de la cellule et de sa quincaillerie, vous pouvez obtenir la marge de manœuvre que vous allez avoir pour choisir la compliance de la cellule. Ici, on obtient une marge assez confortable, située entre 10 et 21 CU. Et puis pour finir, vous validez avec un disque test. Vous avez pas de disque test? Oh, en ce moment, moi non plus. D'accord, time out. À quoi ça peut bien servir que je vous donne la vraie méthode si c'est pour vous dire ensuite de valider avec un disque test? Parce que c'est toujours ça qu'on fait à l'atelier et comme je l'ai dit, la théorie diffère parfois de la pratique. Les combinaisons bras, cellules, tourne-disques sont infinies et prévoir comment un système complet va se comporter, c'est pour le moins hasardeux. Et que sans l'expérience pour y aller au jugé, le disque est à peu près la seule façon de s'assurer que la combinaison fonctionne bien. Mais il ne faut pas pour autant rejeter la méthode du calculateur, car c'est celle-là qui vous approchera quand même de la vérité. Avant de poursuivre, juste vous dire qu'on aborde ici des points qui concernent spécifiquement les préamplificateurs phono. Je prends en quelque sorte de l'avance sur la dernière partie de cette série qui leur sera consacrée. Il y est question de réglages qui vous seront peut-être étrangers, mais qui sont néanmoins utiles, voire essentiels au bon fonctionnement de certaines cellules. Continuons donc. Attardons-nous un peu plus sur la charge d'impédance, la load. La bobine, en fait on devrait vraiment dire les bobines parce qu'elles sont minimalement 2, le plus souvent 4, du moins pour les cellules stéréo, autant en MM qu'en MC, comme tout conducteur, oppose une résistance au courant. Nos bobines ont donc une résistance électrique aussi et cette résistance varie selon la fréquence. On comprend aussi que l'impédance est une fonction de la fréquence. Si on veut garder le spectre de fréquence le plus linéaire possible à la sortie, il faut que le circuit qui reçoit le signal oppose une résistance supérieure à la résistance interne de la cellule. Cette résistance interne, qu'on appelle dans les faits impédance, est de quelques milliers de ohms en moyenne pour les MM, alors que celle d'une cellule MC va de quelques ohms à quelques dizaines de ohms à peine. La charge d'impédance à appliquer à une MM est donc habituellement de 47 000 ohms, alors que le contrôle, la charge à appliquer aux bobines d'une MC, doit être bien plus élevée, quelque part entre 50 et 1000 ohms. Cependant, il y a ici une subtilité car comme dans l'impédance nominale des haut-parleurs, la courbe d'impédance des cellules MC peut en vérité être irrégulière. Ce qui fait par exemple qu'une MC peut être tout à fait agréable à l'oreille à 50 ohms, devenir plus sèche à 200 ohms, puis revenir plus douce et ouverte à 400 ohms. Ce que ça veut dire, si on veut rester simple, c'est qu'en fait, il vaut toujours mieux ajuster l'impédance selon les recommandations du fabricant. Mais ça ne vous empêche pas non plus de jouer avec pour expérimenter. Essayer différents réglages de charge d'impédance sur votre préamplificateur phono est absolument sans danger et qui sait, vous aurez peut-être des surprises agréables. Maintenant, le voltage de sortie n'est pas toujours le même sur tous les modèles de chaque catégorie, autant en MM qu'en MC. Il peut même varier au point qu'il devient intéressant, voire nécessaire, d'ajuster le gain à l'entrée de votre étage phono, celui qui vous permet d'obtenir le meilleur rapport signal-bruit et la meilleure dynamique. Et encore une fois, je vous encourage à faire des essais afin de trouver l'ajustement qui vous convient le mieux. Mais sinon, que voyons-nous ici? Le symbole picofarad? Il y a donc encore d'autres réglages? Eh oui, et celui-ci concerne la capacitance. Qu'est-ce que la capacitance? Eh bien, si les conducteurs ont une résistance en ohms, ils ont aussi la capacité de retenir des charges. Et cette propriété se mesure en farad, du nom de Michael Faraday, encore lui. Cette propriété peut être utilisée dans un dispositif qui s'appelle le condensateur. En anglais, c'est plus éloquent, on dit un capacitor. Il peut stocker une charge et la libérer rapidement et c'est une des composantes les plus utilisées en électronique.
Pour des conducteurs simples, le phénomène se produit à des valeurs extrêmement faibles et se mesure en picofarad. Un picofarad, c'est 1/1 de farad, c'est-à-dire 10 à la puissance moins 12. Une toute petite valeur pour un tout petit signal. Ce réglage agit sur les plus hautes fréquences et aura donc une influence sur les aigus. Il n'est pas présent sur tous les phonos, mais s'il l'est, encore une fois, je vous encourage à expérimenter avec. Autrement, je vous donne rendez-vous dans la 3e partie de cette série où nous verrons les étages phonos et leurs paramètres. Et dis donc, tu sautes pas une étape, là? Oui, ça c'est la partie 2 qui sera consacrée aux aiguilles et disponible dès la semaine prochaine. En attendant, je vous dis merci, ciao!